Et voilà, donc nous allons pouvoir passer la parole à Elena Cabrio, qui est professeure à Université Côte d'Azur sans déterminant et membre de l'équipe WIMIX, une équipe commune avec INRIA, et qui va nous parler d'analyse automatique de l'argumentation dans les débats politiques. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc d'abord, je souhaite te remercier encore une fois, Benoît, pour l'invitation et aussi le Collège de France pour cette opportunité. Donc je suis honorée aujourd'hui d'être ici pour vous parler de l'analyse automatique de l'argumentation dans les débats politiques. Donc si je prends la définition de argumentation de Wikipédia, j'y retrouve que l'argumentation est l'action de convaincre et pousser ainsi l'autre à agir. Une argumentation est composée d'une conclusion ou d'un ou de plusieurs... Attendez, parce que... une argumentation est composée d'une conclusion et d'un ou de plusieurs éléments de preuve que l'on appelle des prémices ou des arguments et qui constituent des raisons d'accepter cette conclusion. Une argumentation convaincante peut bien souvent consister à simplement énoncer un fait afin de permettre à l'interlocuteur d'en avoir connaissance. Argumenter, c'est exhorter une personne à agir en montrant que les conséquences de cette action causent un bien, éthique, matériel, physique, psychologique, économique ou autre, accepté par l'opinion générale. Persuader ou convaincre, c'est modifier la décision d'agir d'une personne par des arguments. Sans peut-être nous en apercevoir, en fait, nous utilisons beaucoup d'argumentation dans la prise de décision de notre vie quotidienne, ainsi que dans la discussion des questions plus cruciales. En particulier, les arguments jouent deux rôles différents. Donc, d'un côté, ils permettent de sélectionner une ou plusieurs alternatives, mais aussi de justifier et argumenter justement un choix qu'on a déjà adopté. Donc, depuis l'époque des anciens philosophes et rhétoriciens grecs, les théoréticiens de l'argumentation ont cherché des critères qui nous permettent de définir qu'un argument est correct selon certains critères spécifiés, en examinant les erreurs de raisonnement que nous commettons quand nous essayons justement d'utiliser des arguments. Donc, depuis la fin des années 1950, l'étude de l'argumentation est passée par contre d'être une partie de la logique et de la rhétorique à un véritable sujet interdisciplinaire. Le concept d'argumentation a été réformulé pour le considérer non seulement comme un ensemble de propositions logiques qui ont été désignées arbitrairement, mais plutôt comme visant à résoudre des conflits de façon assez raisonnable. Donc, par conséquent, l'argumentation a été examinée dans le cadre d'une discussion explicite ou quand il s'agit d'un monologue aussi implicite entre deux parties qui ont par contre une position différente sur une préposition donnée. Et l'argumentation qui est avancée dans cette discussion vise à résoudre la différence en essayant de convaincre l'autre partie de la validité de nos arguments. Et dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui est en fait celui qui nous intéresse le plus dans le cadre de cet exposé, les études de l'argumentation computationnelle se sont considérablement développées dans les dernières années et cela a donné en fait lieu à un ensemble assez costaud de littérature technique et scientifique. Et l'intelligence artificielle peut aider à la prise de la décision en améliorant l'analyse des arguments, l'analyse des données et aussi le raisonnement pour nous permettre justement de prendre des décisions de façon éclairée et informée. Donc cela touche différents domaines de l'IA, dont justement le traitement automatique des langues, pour pouvoir extraire les arguments du texte et par la suite aussi l'ingénierie de la connaissance et les raisonnements pour pouvoir par la suite formaliser les informations et produire la meilleure délibération possible. Donc ici, je vous propose quelques exemples d'applications, tels que le domaine médical, par exemple les systèmes d'aide au diagnostic argumenté, c'est-à-dire en fait que quand un médecin donne un diagnostic au patient, il doit justement essayer d'argumenter son choix, expliquer pourquoi il est arrivé à une certaine conclusion par rapport à des autres options possibles. Dans le domaine juridique aussi, les possibles décisions qui doivent être expliquées par rapport à certaines lois. Aussi, pour le grand public, dans les plateformes de débat en ligne, il y a plusieurs plateformes qui proposent des sujets sur lesquels les personnes peuvent exprimer leur propre opinion. Et aussi, il y a des systèmes en ligne de résolution de conflits, justement, dans lesquels, étant donné une problématique, on essaie d'évaluer les différents arguments
en faveur, contre, pour essayer justement d'arriver à une certaine décision. Donc, dans le cadre de l'argumentation computationnelle, qui est justement celle sur laquelle nous travaillons et qui est au centre de l'exposé d'aujourd'hui, l'objectif est celui de concevoir des méthodes computationnelles, donc informatiques, automatiques, pour d'abord extraire, analyser, résumer et générer des arguments en langage naturel provenant de différents contextes, tout en sachant que quand on change de contexte, on change aussi la langue, c'est-à-dire qu'on peut avoir dans le domaine médical, on n'utilise pas forcément le même vocabulaire que dans le domaine politique, dans les forums, dans les différents réseaux sociaux, pareil, on change toujours du niveau de langue. Ensuite, fournir des explications interactives du résultat du processus de délibération, c'est-à-dire une fois que la machine a pris une décision, expliquer à l'interlocuteur pourquoi la machine a pris une certaine décision, en se basant sur quelles épreuves, sur quelles évidences. Mais aussi la prise en compte du retour d'information de l'utilisateur par le biais d'explications argumentées en langage naturel. Donc avoir effectivement une interaction avec l'interlocuteur. Donc à partir de 2014 à peu près, un nouveau domaine de recherche est né dans le cadre du traitement automatique du langage naturel qui s'appelle fouille d'arguments. Donc en anglais c'est argument mining. Ici la tâche est celle d'analyser le discours au niveau pragmatique et appliquer des théories de l'argumentation plus formelles pour modéliser et analyser automatiquement les données disponibles. C'est quoi l'objectif ? L'objectif est celui de fournir des données structurées pour les modèles informatiques d'argumentation. C'est-à-dire, étant donné une argumentation en langage naturel, comme celle qu'on produit chaque jour, être capable de trouver des structures, de définir quelles sont les prémices, quelles sont les épreuves, définir la conclusion, c'est-à-dire c'est quoi le message que la personne veut donner quand il propose un argument. Donc, essayer par la suite de trouver une structure de cette argumentation. Donc, quelle prémisse soutient ou attaque une certaine conclusion. Et tout ça de façon automatique, justement, pour pouvoir passer à l'échelle de la quantité de données qu'on a à disposition. Donc, pour pouvoir entraîner nos algorithmes, on a besoin des grandes ressources de texte en langue naturelle. Donc, on peut avoir des arguments générés par différents utilisateurs, par différentes plateformes, dans différents domaines. Et on s'appuie sur les progrès du traitement automatique du langage et de l'apprentissage automatique et profond que vous avez déjà pu apprendre lors de ce cours. Donc, je vous donne d'abord une idée d'une architecture de système de fouille d'arguments. Ça, c'est l'architecture basique. Donc, d'abord, on prend en entrée un texte argumentatif. Ensuite, on a une première phase dans laquelle on doit être capable de récupérer, de détecter de façon automatique les composantes des arguments. Ici, on va se restreindre aux prémices et aux conclusions. Par la suite, une fois qu'on a pu récupérer les arguments, donc les composantes des arguments, on veut savoir dans quelle relation ils sont. Donc, on va prédire par la suite, dans une deuxième étape, si deux arguments sont en relation de support ou d'attaque. Donc, pour être plus précise, il y a eu plusieurs approches pour ce faire. Le premier approche pour aborder la tâche de la détection des composantes des arguments est celui d'une approche en pipeline. Donc, en fait, d'abord, on fait une première étape et par la suite une deuxième. La première étape est celle de définir si, étant donné un texte, on a des parties de texte argumentatif et de faire la différence entre du texte qui est argumentatif par rapport aux morceaux de texte qui ne le sont pas. Une fois identifiés les textes argumentatifs, on va procéder avec la classification du composant. Est-ce qu'il s'agit d'une prémisse? Est-ce qu'il s'agit d'une conclusion? Et tout ça de façon complètement automatique. On a par la suite des autres approches, par exemple ce que nous on utilise de préférence, qui par contre voient la détection des composantes des arguments comme un étiquetage des séquences des mots, comme on fait dans l'extraction d'informations, c'est-à-dire qu'à la place de faire une première distinction entre texte argumentatif ou pas et ensuite définir les composantes, on le fait d'un coup, c'est-à-dire qu'on va classifier mot par mot dans notre texte en prédisant s'il s'agit d'une prémisse, d'une conclusion ou d'un texte non argumentatif, comme si c'était en fait une classification à plusieurs classes, mot à mot. Pour ce qui est né de la deuxième étape,
il faut faire la différence entre la prédiction des relations au niveau plus général ou au niveau de l'argument. Donc ici d'abord, on a une première tâche qui consiste dans la détection des relations au niveau général, c'est-à-dire, étant donné des arguments qui sont proposés par plusieurs personnes, comprendre dans quelle relation ils sont. Moi j'ai un argument, vous en avez un autre, on essaye de voir si le mien il supporte le vôtre ou plutôt il y a une relation d'attaque. Mais en même temps, à l'intérieur du même argument, on peut avoir donc des conclusions ou différentes prémices et il faut là aussi être capable de prédire s'il y a des relations de support ou d'attaque entre les prémices et les conclusions d'un même argument. On prend un exemple, comme ça sera encore plus simple de comprendre. Donc, on a un essai sur la thématique d'étudier à l'étranger, est-ce que c'est une expérience positive ou négative. Donc, la personne, dans le cas, a écrit que vivre et étudier à l'étranger est une expérience irremplaçable pour apprendre à voler de ses propres ailes, etc., etc. Et donc, dans un essai, du type même scolaire, ce qui se passe, c'est qu'on essaye de donner des évidences. Donc, on a une conclusion, on veut proposer quelque chose et on explique pourquoi on est convaincu que cet argument-là, c'est un argument valable. Donc, en fait, on donne des arguments en faveur de cet argument. Souvent, on essaye aussi de trouver des critiques et par la suite d'éliminer ces critiques avec des autres arguments qui permettent encore une fois de renforcer notre conclusion. Donc ici, on a notre conclusion, celle en bleu. Vivre et étudier à l'étranger est une expérience irremplaçable pour apprendre à voler de ses propres ailes. Et pour soutenir cette conclusion, il y a une première prémisse, cette personne apprendra à vivre sans dépendre d'autrui. Ensuite, on essaye de trouver une sorte de petite critique à notre conclusion. On dit oui, mais la personne qui vit à l'étranger est bien sûr confrontée à la solitude car elle vit loin de sa famille et de ses amis. Donc cette prémisse attaque notre conclusion, elle y trouve un point négatif. Mais par la suite, je rebondis en ajoutant une autre prémisse qui dit ces difficultés se transformeront en expériences précieuses dans les étapes suivantes de la vie. Donc en ajoutant cette prémisse qui va attaquer l'autre prémisse, ce qui se passe, c'est que je vais renforcer encore plus ma conclusion. Donc ça, c'est l'architecture de base, comme je vous ai montré, mais de plus en plus, on a des études qui visent à aborder de façon automatique des tâches annexes à celles de la fouille d'arguments. Par exemple, l'évaluation des différentes théories d'annotation des arguments avec l'exploration des relations par rapport aux relations linguistiques et discursives, l'intégration du sens commun et de la connaissance du domaine dans les modèles d'argumentation, parce qu'en fait, il y a beaucoup de contextes, il y a beaucoup de connaissances du monde que chacun d'entre nous a et qui utilise dans son argumentation et qui ne va pas forcément rendre explicite. Par la suite, l'évaluation de la qualité des arguments. On se pose la question, mais c'est quoi un bon argument ? Un bon argument peut ne pas être le même selon les différents contextes. Et par la suite, aussi la recherche d'arguments sur le web, l'analyse et les résumés d'opinion et la détection de la désinformation. Si on arrive à valider les arguments, on arrive aussi à démasquer les arguments qui ne sont pas des arguments valables, comme dans le cas, par exemple, des arguments fallacieux dont je parlerai plus tard. Et aussi, bien sûr, la génération automatique d'arguments et de leurs composantes. Donc, être capable de générer, par exemple, des contre-arguments de façon automatique. Je passe maintenant à me focaliser sur l'exposé d'aujourd'hui, qui était censé être justement sur les débats politiques. Donc, l'argumentation dans les contextes politiques a été étudiée depuis l'Antiquité et continue de susciter des interrogations à cause de la complexité de la thématique. Donc, comme le souligne Aristote, l'argumentation théorique est étroitement associée à l'éthique et à la politique, bien qu'en principe, elle soit indépendante du contexte. Et l'analyse des argumentations est particulièrement pertinente pour les formes d'argumentation dans les contextes politiques. Et dès nos jours, les débats politiques, les débats présidentiels, constituent l'un des moments les plus marquants d'une campagne présidentielle, au cours de laquelle, en fait, les candidats sont amenés à discuter des principales questions contemporaines et historiques d'un pays. Donc, ces débats, on les utilise beaucoup pour faire de l'argumentation, car en fait, ils représentent un terrain naturel pour l'analyse argumentative et qui donc a été souvent utilisé pour étudier les structures, mais aussi les stratégies du discours politique, surtout dans les domaines de la philosophie et de la linguistique. Donc, dans nos recherches, nous relevons le défi d'automatiser cette argumentation
en réalisant justement une pipeline complète, donc l'architecture que je vous ai montrée tout à l'heure, sur la fouille d'arguments dans le débat politique. C'est quoi le but? Le but, c'est justement celui d'être capable d'extraire automatiquement les différents argumentaires des politiciens, pouvoir construire une structure, pouvoir l'analyser, être capable de la comprendre, de la confronter par exemple à des autres stratégies argumentaires des autres politiciens, voir l'évolution dans l'histoire, etc. Je vous montrerai tout à l'heure plus dans les détails les différents aspects. Donc, il y a eu plusieurs études dans le domaine des études politiques de la création des différents jeux de données pour pouvoir justement étudier à travers des méthodes automatiques les discours politiques. Alors, il y en a eu certains qui se focalisent sur la politique de certains pays, comme en Angleterre ou au Canada. Nous, on avait fait un travail préliminaire sur une partie des débats politiques. Et par la suite, on s'est vraiment focalisé justement sur les débats politiques de la campagne américaine, car les données sont disponibles, principalement c'est la raison, parce qu'en fait, toutes les données sont disponibles et mises à disposition par la Commission du Parlement aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Pour pouvoir entraîner nos modèles et justement les tester par la suite, on a créé un jeu de données assez grand sur 44 débats politiques qu'on a récupérés avec leur transcription et par la suite annotés pour que justement on puisse apprendre à reconnaître les différentes composantes de l'argumentation mais aussi les relations. Donc, on est parti de 1960 jusqu'au débat le plus récent de 2020. Donc, juste pour vous montrer un échantillon de texte, de langage qu'on utilise, on prend par exemple le débat de la partie de Nixon, l'intervention de Nixon, dans lequel la conclusion de son discours est que « I favor the present depletion allowance », donc en fait, il soutient une certaine réduction pour les sociétés du pétrole, dans le cas spécifique. Et après, il explique, donc en fait, en gras, vous pouvez voir les conclusions qu'on a annotées, et en italique, vous pouvez voir. En italique, vous pouvez voir, en fait, les différents... pourquoi ça fait ça? Donc, les différents prémices, pardon. Donc là, par exemple, il dit... Je ne le soutiens pas parce que je veux que les sociétés pétrolières deviennent riches, etc., mais parce que je veux que I want to make America rich. Donc, je veux que les États-Unis deviennent riches. Et sur la droite, en fait, vous pouvez voir une structure argumentaire dans laquelle vous avez les trois prémices et aussi la conclusion. Donc, ici, c'est la première phase dans laquelle on retrouve les composantes de l'argumentation et par la suite, on les met dans une structure dans laquelle on dit qu'on a trois prémices qui soutiennent la conclusion. Donc, bien sûr, ici, c'est un exemple simple. Dans la réalité, on a plutôt des structures argumentaires de ce type-là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on doit d'abord être capable de récupérer les différentes structures à l'intérieur d'un argument, à l'intérieur d'un argument. Donc, on a dans l'intervention de Kerry plusieurs prémices qui soutiennent les conclusions, par exemple la deuxième et la première. On a aussi des conclusions qui soutiennent des autres conclusions. La structure argumentaire peut être assez complexe. Et par la suite, on a l'intervention de Bush. Et lui aussi, il a sa structure argumentaire avec des interventions qui font référence aux conclusions, par exemple, du précédent candidat. Donc, pour annoter cette énorme quantité de données, on a procédé comme il suit. Donc, on a eu trois premiers experts qui ont défini des lignes directrices pour l'annotation. Donc, sachez qu'on fait des annotations qui sont après destinées à des algorithmes pour l'apprentissage. On doit essayer d'être le plus carré possible dans nos décisions. Deux fois, on prend même des décisions un peu, en tranche nette sur certains aspects, parce que si nos données ils sont trop incertains, la machine aura du mal à comprendre. Okay, donc il faut effectivement définir des lignes directrices assez simples, assez carrées pour l'annotation. Et par la suite, en fait, on a trois autres annotateurs qui vont permettre qui ont effectivement permis d'accomplir la tâche d'annotation. C'était trois étudiants au Canada.
Donc chaque transcription a été annotée indépendamment par au moins 2 annotateurs différents. Et ici, vous pouvez voir qu'on a évalué aussi les accords entre annotateurs. Donc, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une tâche simple, même pas pour les humains. Donc d'abord, on a un accord entre le fait d'être capable de reconnaître une phrase argumentative ou une phrase non argumentative. Donc on a un accord qu'on dit être un accord modéré. Par la suite, on a un accord encore moins bon pour les prémices et les conclusions, parce que souvent, ce n'est pas facile de dire c'est quoi une prémisse, c'est quoi une conclusion. Souvent, en fait, une conclusion d'un argument devient une prémisse d'un autre argument. Par la suite, voilà, on a des accords assez similaires pour l'identification des relations et aussi du type de la relation. Une fois qu'on a calculé ces accords entre les annotateurs, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on aura une autre phase dans laquelle on essaye de s'accorder sur la bonne annotation. Donc en fait, ça a été un travail assez conséquent qui a pris presque 1 an de travail des annotateurs, justement pour se mettre d'accord sur les bonnes annotations et avoir un jeu de données qui soit bien cohérent, bien consistant. Donc voilà, ici vous pouvez voir quelques statistiques sur le jeu de données. Donc on a à peu près 17 000, presque 18 000 conclusions, 15 000 prémices sur les différentes années. Et voilà le nombre de relations de support et d'attaque qu'on a. Donc 20 000 relations de support et à peu près 3 800 relations d'attaque. Ça, c'est parce que souvent les politiciens, ils aiment bien en fait, soutenir leurs conclusions avec plein de prémices. Ils attaquent souvent les arguments des autres candidats, mais ils attaquent forcément jamais pas trop les leurs. Et donc, en fait, voilà pourquoi on a beaucoup plus de support que d'attaque. Par contre, ce qui est intéressant de remarquer ici, donc dans ce tableau, on peut voir les annotations à l'intérieur de la même intervention, donc intra-speech, et inter-speech, c'est plutôt entre 2 annotations, interventions, donc 2 candidats différents. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que donc, comme vous pouvez le voir, donc, le même candidat, il se soutient beaucoup. Donc, en fait, ils amènent beaucoup de prémices, beaucoup d'évidences pour supporter ses propres conclusions. Et par contre, les attaques, bien sûr, ils sont plus fréquents entre un candidat et un autre candidat. Okay ? Donc, ici, c'est juste en fait la distribution de notre jeu de données dans les différents... vous savez, parce que aussi mes collègues en ont parlé de ça. Donc, quand on exécute une tâche de ce type avec des algorithmes d'apprentissage automatique, on a besoin de garder une grosse partie des données pour faire de l'apprentissage, donc la phase dans laquelle l'algorithme il apprend son propre modèle. Et par la suite, on a une phase qu'on appelle de validation, dans laquelle, surtout dans les réseaux de neurones, on apprend des hyperparamètres, donc on ajuste un petit peu nos algorithmes. Et par la suite, on a des jeux de données, une partie, souvent c'est le 10-20%, qui est gardée vraiment dans le tiroir et sortie juste au moment d'évaluer notre système pour être capable de dire ce système il marche bien et à quel point il marche bien. Donc voici notre architecture, je ne rentrerai pas trop dans le détail. Donc la première tâche qu'on aborde de façon complètement automatique, c'est celle justement de détecter et classifier les composantes. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc étant donné une phrase en fait, de l'un des candidats, on doit être capable, mot à mot, de dire s'il s'agit d'un mot qui fait partie d'une prémisse, qui fait partie d'une conclusion, ou en fait c'est du texte non argumentatif. Okay, donc ça c'est notre tâche. Et comment on le fait? En fait, on utilise des réseaux de neurones. On a testé plusieurs différentes configurations en choisissant des différentes représentations des plongements de mots, donc des différents types de embeddings selon les différents tests, et aussi avec différents modèles de langage, comme vous pouvez le voir ici, qui vous ont été expliqués aussi par mes collègues dans les autres cours. Donc, c'est des approches qui s'appuient sur des transformers, justement. Donc, ici, il faut faire juste attention à ne pas comparer la première ligne avec le reste, c'est-à-dire en fait que dans la première ligne, on exécute la tâche comme je viens de l'expliquer, c'est-à-dire mot à mot, on définit prémisse, conclusion ou texte non argumentatif. Par contre, dans les autres, vous voyez step 1 et step 2. Donc la première étape est celle de la classification binaire. Donc là, on évalue seulement
la performance du système dans la prédiction du texte argumentatif ou du texte non argumentatif. Okay. Et dans la deuxième étape, la classification binaire qu'on fera après, c'est-à-dire une fois qu'on a trouvé le texte argumentatif, être capable de dire s'il s'agit d'une prémisse ou d'une conclusion. Okay. Donc, néanmoins, notre premier modèle est celui qui obtient les meilleurs résultats, hein, même si la tâche elle est abordée d'un coup. Et c'est voilà, le modèle qu'on choisit pour notre architecture finale. C'est-à-dire, en fait, si on veut être un petit peu approximatif, on arrive effectivement à détecter, pour le 80% des cas, si on a des prémices, on a des conclusions, on a du texte non argumentatif. Donc, par la suite, dans la deuxième tâche, on veut prédire les relations. Donc, étant donné les composantes de nos arguments qu'on a extraits dans la première étape, être capable de reconnaître leur structure, être capable de savoir si elles vont supporter ou attaquer un autre argument ou une autre conclusion, une autre prémisse. Alors, comme on a, dans les discours politiques, on a des textes qui sont très très longs, on a du mal à récupérer les relations qui se retrouvent très très loin dans le texte. Okay. Donc, comment on a découpé ça? En fait, dans les débats politiques télévisés qu'on a utilisés, souvent, il y a un modérateur ou le présentateur en fait, qui pose une question aux candidats et les candidats y répondent. Donc, en fait, nous, on va chercher les relations entre les arguments qui se retrouvent entre deux questions du modérateur. Okay. Donc, il se peut que beaucoup plus loin dans le discours, un des politiciens va revenir sur un sujet traité au tout début, nous, on ne sera pas capable de le détecter. Donc, on reste en fait dans le même sujet. Comment on le fait? À nouveau avec des réseaux de neurones. Et en particulier, cette fois-ci, le modèle qui obtient les meilleurs résultats est toujours un modèle basé sur les transformers. Cette fois-ci, c'est Roberta, donc c'est un petit peu différent de Berthe, mais pas beaucoup. C'est plus sur la stratégie de masquage, de comment en fait les mots ils sont représentés. Donc cette fois-ci, la tâche elle est beaucoup plus difficile que dans le premier cas. Donc les meilleurs résultats, on les obtient justement avec Roberta. Et ici, pareil, nous, on exécute la tâche d'un coup, c'est-à-dire à chaque fois, étant donné deux composantes, on va prédire s'il s'agit déjà d'une relation et ensuite, quelle est la relation? Est-ce que c'est une relation de support ou une relation d'attaque? Dans les autres cas que je vous montre là, et c'est pour ça qu'on a un petit peu de résultats meilleurs, mais quand on les met en pipeline, en fait, on a des résultats qui s'empirent. Donc ici, on exécute les tâches une après l'autre. D'abord, si une classification sur les deux composantes, elles sont liées ou pas, et ensuite, de quelle relation il s'agit. Okay. Mais là, elles sont évaluées indépendamment, et c'est pour ça qu'on a des résultats un peu meilleurs. Dès qu'on les met ensemble, les résultats deviennent inférieurs aux résultats de la première ligne. Donc, jusqu'ici, en fait, ce qu'on a fait, ça a été de, justement, définir, récupérer, extraire les composantes argumentaires et leur structure. Donc, surtout dans le cadre des débats politiques, mais aussi en général, en fait, sur toute argumentation, on se pose la question d'évaluer la qualité des arguments. Okay, c'est quoi un bon argument? Prenons cet exemple-là. Si vous voulez connaître mon point de vue, je pense que l'UE devrait autoriser les bateaux de sauvetage en Méditerranée. De nombreux réfugiés en Océan mourront s'il n'y a pas de bateaux de sauvetage. Rien ne justifie de mettre en danger la vie des personnes innocentes. Alors, est-ce que l'affirmation est claire? Est-ce que les prémices sont-elles suffisantes pour dire que c'est une bonne argumentation? Est-ce qu'elles sont pertinentes pour la discussion? Après, ensuite, on se pose des autres questions. Est-ce que l'argument est efficace pour persuader? Parce qu'au final, c'est ça qu'on veut faire avec l'argumentation. On veut convaincre les autres personnes de la validité de nos arguments. Est-ce que c'est logiquement convaincante? Est-ce qu'il y a effectivement des raisons valides dans nos argumentations? Donc en fait, c'est de plus en plus intéressant d'évaluer la qualité de l'argumentation de façon automatique. On veut trouver les meilleurs arguments. Alors ça, c'est une tâche assez difficile. Il y a maintenant quelques petits travaux qui essayent d'aborder cette thématique, mais c'est vraiment très très difficile pour l'instant. Dans le cadre du discours politique, par contre, les études que nous, on a faites concernent en particulier l'étude des arguments fallacieux. Donc, est-ce qu'on peut dire que quand un argument a une qualité médiocre, est-ce qu'on risque d'aller plutôt vers des arguments fallacieux?
Donc, un raisonnement fallacieux est un raisonnement incorrect qui a pourtant une apparence de validité logique. Et on fait la distinction entre deux types de raisonnements fallacieux, le sophisme qui a une argumentation destinée à tromper autrui et le paralogisme qui a une erreur de raisonnement involontaire. Alors, au vu de caractère persuasif et des campagnes politiques, souvent, en fait, les arguments fallacieux sont utilisés même de façon volontaire, je dirais, justement pour convaincre les personnes de la validité des conclusions. Donc, je prends quelques exemples ici. Donc là, par exemple, Nixon. Donc, je voudrais rappeler au sénateur Kennedy des derniers 50 ans. Donc, je voudrais lui demander de nommer un président républicain qui a amené la nation dans la guerre. Il y a eu 3 présidents démocratiques qui nous ont amenés à faire de la guerre. Alors là, il s'agit d'un raisonnement fallacieux du type confusion entre corrélation et causalité, c'est-à-dire le fait que 2 événements apparaissent en même temps, ça ne veut pas dire que l'un est la cause de l'autre. Okay, c'est ce qui, en fait, il laisse un petit peu entendre. Donc, si je prends par exemple Trump, ici, on a un autre type d'attaque, c'est l'attaque du type ad hominem. Donc, il dit, si tu regardes Bill Clinton, c'est encore pire. Donc, les miennes, elles ne sont que des mots. Les siens ont été des actions. En fait, lui, c'est ce qu'il a fait aux femmes. Donc là, en fait, il ne regarde même pas ce que l'autre personne dit. Il l'attaque directement. Okay, ça aussi, on l'appelle une attaque du type ad hominem. Un autre type encore, par exemple, c'est l'appel à l'émotion. Je prends cet exemple-là. Donc, je dis, il a dit, tu sais, ne m'enlève pas tout mon espoir, parce que mon espoir, c'est ce qui me tient vif. Les politiciens, ils utilisent beaucoup ça, en fait, surtout quand quelque chose de grave se passe, ils essayent justement de ramener les personnes à un état émotif dans lequel ils arrivent à mieux convaincre les personnes de ce qu'ils produisent. Et donc, dans ce cas-là, on l'appelle justement l'appel à l'émotion. Donc, il y a eu pas mal de travaux dernièrement, dans le cadre du traitement automatique de la langue, qui se sont justement intéressés à la détection automatique des sophismes, surtout dans le cadre de la désinformation et la propagande. Pas forcément que de discours politiques, hein. Il y en a un peu partout, souvent nous aussi, hein, on fait ce genre d'erreur, involontairement ou volontairement. Donc, dans notre cas, nous, on s'est basé sur le jeu de données dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on a fait une nouvelle couche d'annotation, un nouveau travail d'annotation, dans lequel on a annoté tous les différents arguments fallacieux à l'intérieur de notre jeu de données. Donc, il y a plusieurs taxonomies des arguments fallacieux selon les différentes études. Moi, je ne suis pas du tout une experte de politique. Hein. On a pris des travaux qui existent en littérature. Et on a remarqué que dans nos débats, on avait 6 types de sophismes principaux. Les attaques ad hominem, les appels à l'émotion et l'appel dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi l'appel à l'autorité, c'est-à-dire que souvent, on fait référence à une personne qui a une certaine autorité, comme pour dire, si cette personne-là l'a dit, alors c'est vrai. Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on prend une personne qui est bien connue, mais dans un autre contexte. Hein. Donc, en fait, là, c'est un peu limite, parce que si une personne est bien connue dans un domaine, ça ne veut pas dire qu'il pourra dire quelque chose dans un autre domaine. Donc, ensuite, on a la pente savonneuse. Donc, c'est-à-dire qu'on part d'une prémisse, on saute les passages intermédiaires, et on dit que si cette chose s'avère, alors une grosse conséquence va arriver. Donc, comme si c'était une avalanche. Ensuite, confusion entre corrélation et causalité dont je parlais tout à l'heure. Et slogan, tout le monde sait ce que c'est. Donc, en fait, c'est une phrase à effet qui permet aux gens de vite comprendre de quoi on parle. Donc, ici aussi, ça nous a pris à nouveau un grand travail d'annotation avec la même stratégie que tout à l'heure. Donc ici, en fait, on peut voir, donc, on a choisi un échantillon pour calculer les accords entre les annotateurs, et par la suite, les annotateurs ont continué à faire leur propre annotation. Donc ici, on n'en avait que 4 types dans les échantillons qu'on a pris, parce qu'on n'a pas forcément la même distribution des arguments fallacieux dans les différentes techniques, dans les différents discours politiques. Et on peut voir qu'en ayant défini des règles assez strictes, on arrive à plutôt bien les reconnaître. Donc ici, vous avez en fait la distribution des différents types de techniques, d'arguments, de sophismes par rapport aux différentes années. Donc vous pouvez voir que selon la stratégie rhétorique et des discours de certains politiciens, ils utilisent plus ou moins
certaines stratégies, ça c'est assez intéressant à remarquer. Donc, là, on a une autre représentation. Ici, donc, dans notre jeu de données, on a beaucoup de stratégies de appeal to emotion. Donc, en fait, effectivement, les personnes essayent vraiment de convaincre les personnes en s'appuyant sur leurs émotions. On a eu, par exemple, dans la dernière campagne, beaucoup aussi d'attaques ad hominem. Donc, ils se sont vraiment beaucoup attaqués l'un l'autre sur des raisons qui n'avaient rien à voir avec leur discours politique, mais pour des raisons personnelles, par exemple. Donc, ça, c'est assez intéressant de voir comment ça a pu varier. Là, par exemple, c'était un peu la période où on parlait des guerres, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il faisait beaucoup appel à l'émotion des personnes, à l'état où ils se retrouvaient quand il y a eu la guerre, etc. Donc ici, c'est en fait une autre représentation qui nous permet justement de voir ce que je expliquais tout à l'heure. Donc vous voyez pour chaque campagne qu'on a eue, au moins la partie qu'on a inclue dans notre débat politique, quelles étaient les stratégies qui étaient les plus utilisées. Donc c'est là qu'on voit plus que ils se sont beaucoup attaqués entre eux et aussi ont beaucoup utilisé aussi la stratégie des appeal to emotion. Et en plus, donc, je vous rappelle que ces annotations ont été faites et s'appuient sur les autres annotations de prémices et de conclusions. Par contre, quand les annotateurs ont annoté leurs données, ils n'avaient pas connaissance des composantes argumentaires ni de leur structure pour effectivement essayer de ne pas ajouter du biais dans leurs annotations. Donc, notre but est toujours de détecter ces arguments fallacieux de façon automatique. Ça, c'est toujours notre compétence et notre but. Comment on voit cette problématique? En fait, on l'a définie comme une tâche d'extraction d'informations. Donc, ici, on a des morceaux textuels. On veut être capable d'identifier et de classifier les extraits des débats dans les 6 catégories que je mentionnais tout à l'heure. Ici, pour améliorer nos résultats, on considère un peu plus de contexte. En plus de la phrase en rouge, on prend la phrase précédente et la phrase suivante pour donner justement à l'algorithme un peu plus de contexte pour comprendre s'il y a ou pas un argument fallacieux. On utilise toujours les mêmes types de méthodes, donc toujours les mêmes réseaux de neurones qui s'appuient justement sur des architectures à transformers. Et ici, donc, on a des approches assez standards. Ils varient pour des types de masquage différents dans la représentation des données ou pour, par exemple, la taille des modèles. Et nous, on a proposé le dernier modèle qui, en fait, injecte des caractéristiques extraites de la structure argumentaire à l'intérieur de ce modèle. Donc, en fait, notre hypothèse est que la structure argumentaire va aider à reconnaître ces types d'argumentation fallacieuses. Et donc, en fait, on ajoute en plus des composantes argumentatives, les relations et aussi les part of speech, c'est-à-dire les fonctions grammaticales des mots. Parce qu'on s'est rendu compte que, par exemple, pour certains types d'arguments fallacieux, par exemple les arguments, les appeal to emotion, etc., on utilise beaucoup ou par exemple même quand on veut exagérer les choses, comme dans les slippery slopes, on utilise beaucoup d'adverbes, par exemple, parce qu'on veut encore plus charger de sens nos mots. Ou par exemple, dans les attaques ad hominem, on s'est rendu compte que, comme c'est des attaques personnelles, on utilise beaucoup de pronoms personnels. Donc, ces très caractéristiques-là, ça pouvait aider nos algorithmes à reconnaître bien les différents arguments fallacieux. Donc, ici, on a notre architecture de notre système. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est d'utiliser justement les approches Transformer-BERT qui nous permet justement de calculer les poids pour chaque caractéristique en s'appuyant sur les composantes, les relations et aussi les étiquettes des parties des discours. Et par la suite, ce qu'on propose, c'est de calculer les poids des différentes caractéristiques à l'intérieur de nos réseaux de neurones pour que ça soit optimisé et que l'algorithme puisse apprendre au mieux. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? Donc, les caractéristiques argumentaires et des parties du discours, on les rajoute à la fin en extrayant la partie, donc la dernière couche cachée de notre réseau de neurones, et on ajoute ces nouvelles caractéristiques pour avoir une représentation encore plus riche pour la classification. Et c'est avec donc ce modèle qu'on propose, on le propose comme modification
du meilleur autre modèle qu'on avait testé, qui est en fait celui-là, donc Baird for Token Classification, c'est-à-dire qu'en fait c'est un étiquetage par séquence, on prend mot à mot et on dit cet argument-là, il fait partie d'un argument fallacieux, et duquel aussi. Et justement, on arrive à améliorer encore un peu plus nos résultats grâce aux caractéristiques de type argumentaire et des parties du discours. On voit aussi que si on utilise les trois, on obtient les meilleurs résultats, plutôt que d'en ajouter seulement les composantes ou les relations, etc. Donc, on est assez satisfait des résultats. Ils ne sont pas distribués tous de la même façon selon les différents types d'arguments fallacieux, parce qu'il y en a certains qui sont plus faciles à reconnaître que des autres. Donc, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, les ad hominem et les slippery slope, ils sont un peu plus simples à récupérer, à détecter par rapport aux autres. Ça, c'est aussi parce qu'on en a pas mal, quand même. Donc, support, ça veut dire en fait le nombre d'arguments fallacieux de ce type-là qu'on a dans notre jeu de données. Donc on en a quand même assez et on arrive bien à la détecter. Par contre, par exemple, les slogans, on en a très peu et ils sont difficilement prévisibles, donc on a du mal à les reconnaître. Si on regarde la matrice de confusion, donc comme d'habitude, donc la diagonale, c'est ce qu'on devrait obtenir, donc ce qu'on arrive à mieux reconnaître. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a un peu du mal à classer à reconnaître en fait certains arguments fallacieux. Donc, ce qui se passe, c'est que notre algorithme, il va souvent les définir comme other, c'est-à-dire argument qui n'est pas fallacieux, en fait. Il n'arrive pas à les reconnaître. C'est pour ça qu'on a des jaunes un peu plus foncés dans la ligne que j'ai mis en évidence. Et pour le cas spécifique, par exemple, c'est les types appeal to emotion et false cause. C'est ce qu'on arrive à moins reconnaître en tant qu'argument fallacieux. Donc, je vous montre maintenant une petite démonstration d'un système qu'on a développé et qui permet de mettre ensemble toutes les différentes parties, les différents algorithmes qu'on a développés là, avec une interface qui est facile. Donc, voilà, donc l'outil s'appelle Disputool. Il a été développé aussi en collaboration avec l'Université du Luxembourg. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a les différents débats politiques. Donc, on peut choisir celui qu'on souhaite et on peut voir justement les différentes transcriptions de ce débat et aussi les annotations en tant que, voilà, vous le voyez ici, en tant que composante d'argumentation, la date, la personne qui a fait l'intervention. Donc, par la suite, on peut choisir de lancer nos algorithmes. Donc, on a la possibilité de choisir justement claims premises, donc les conclusions, les prémices, mais aussi de trouver et détecter de façon automatique les arguments fallacieux. Donc là, vous pouvez le voir. Donc la personne en noir, c'est soit le modérateur, soit le journaliste. Donc voilà, ici, c'est pour les arguments qui sont fallacieux. Donc, par la suite, on peut déclencher les algorithmes qui reconnaissent les prémices et les conclusions. Donc là, on les a en bleu et en vert, voilà, sur les différents discours. Et par la suite, la deuxième étape, la deuxième tâche, c'est celle de reconnaître les structures de nos discussions. Donc là, en fait, on a la même discussion, le même débat. Et ici, on peut voir, donc en vert, on a les prémices, en bleu, on a les différentes conclusions. Et après, en rouge, on a les attaques, et en vert, on a les relations de support. Okay, donc là, vous pouvez voir. Alors souvent, on a des structures plus complexes. Souvent, c'est moins complexe. Ça dépend vraiment des débats. Et si on passe la souris dessus, on peut effectivement reconnaître, voir la phrase qui avait été mentionnée et qui a été annotée. Donc comme ça nous permet effectivement de comprendre si on a des bonnes relations ou pas. Donc là, par exemple, voilà, on a Trump qui dit je pense que c'est malheureux, et après il supporte un autre argument qui dit en fait oui, une chose pire ne pouvait pas arriver ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est le débat en entier.
qu'on peut visualiser. Donc, par la suite, on peut aussi explorer les sujets dont on parle. Donc, on a des filtres en bas qui nous permettent de choisir les années, les différents entités nommées, donc les différents sujets de discussion, et aussi les candidats. Et avec les filtres, en fait, on peut voir dans un nuage de mots quelles ont été les thématiques qui ont été les plus, par exemple, débattues dans les différents débats politiques. On peut croiser différentes années, croiser différents candidats, croiser différents sujets auxquels on est le plus intéressé. Donc vous voyez, quand on parle de Kennedy, il y a beaucoup les communistes, il y a beaucoup Castro, Cuba, etc. C'était un peu les années où on en parlait beaucoup plus. Donc ça dépend, les sujets peuvent vraiment beaucoup varier selon les différentes années. Donc on a d'abord une représentation en nuage de mots. Après, on a une représentation du type bubble, donc ça représente toujours les mêmes thématiques. Et on a aussi des autres représentations qui nous permettent justement de voir, pour chaque président pour le coup, quelles étaient les thématiques que la personne a abordées en prévalence, des préférences. Donc voilà, on peut les voir indépendamment, mais en fait, on peut mettre ensemble plusieurs candidats pour voir si effectivement ils ont traité les mêmes sujets ou pas. Et bien sûr, on peut mettre tout le monde ensemble et voir et pouvoir justement comparer. Donc, on a différents types de représentations. La démo, elle est en ligne. Vous pouvez la tester si cela vous intéresse. Donc, on a aussi cet autre type de représentation dans laquelle, en fait, on voit comment les différentes discussions ont évolué par rapport aux années. Donc, certaines thématiques ont été beaucoup traitées pendant certaines années et beaucoup moins pendant des autres années. Donc, avec ce type, le plus, la zone elle est grande, le plus ça veut dire qu'on a bien traité ces sujets-là dans une certaine période. Voilà, donc pareil, on peut toujours avoir ces types de graphiques en choisissant les années, les candidats, etc. Donc, c'est différents types de représentations, d'interactions en machine. Et ça, on peut l'avoir aussi pour les arguments fallacieux qui sont calculés automatiquement. Hop. Donc là, vous pouvez voir, pareil, selon les différents candidats, quel raisonnement de type fallacieux ils ont utilisé en prévalence, ou quelle stratégie de communication, tout simplement. Voilà, on peut choisir avec les filtres quel type de stratégie on veut regarder, quels sont les candidats, quelles sont les années, parce que même les discours, ils évoluent. Les stratégies politiques, des discussions, des communications, ils ont évolué, ils ont changé pendant les années. Donc effectivement, on peut voir comment cela varie. Et donc par la suite, on peut tout simplement ajouter nous-mêmes nos propres documents si on veut avoir une analyse à la volée, automatique par nos systèmes. Donc on rentre là-dedans nos textes et par la suite on lance le système. Donc ça prend un petit peu, donc on n'a pas triché sur le temps avec la démo, donc ça tourne un petit peu. Pour le coup, les trois systèmes sont lancés, donc composante, structure et aussi les arguments fallacieux si on est intéressé. Et pour le coup, voilà, on peut les visualiser, on peut visualiser leur structure, comme je vous ai montré tout à l'heure sur des débats qui étaient fixes. Et je pense que c'est tout pour la démo. Voilà. Donc, je reviens maintenant à la présentation. Donc, bien sûr, je vous ai montré qu'on arrive à récupérer certaines choses, les composantes, la structure, etc. Bien sûr, ce n'est pas parfait, on n'a pas fini nos études. Il y a pas mal des défis qui sont encore là, qu'il faut encore aborder. Par exemple, tout ce qui est affirmation implicite, on a commencé à travailler, mais c'est fort difficile. Donc, en dehors de certains sujets qui sont vraiment mis à l'avance de façon explicite, il y a beaucoup d'implicites dans les discours politiques. Et on a besoin de trouver une façon de l'expliciter pour pouvoir justement récupérer ces informations et pouvoir faire du raisonnement dessus. En plus, on perd aussi tout ce qui est indice visuel. Donc le retour du public, le ton qui est utilisé, etc. Il y a quelques jeux de données sur ça, parce qu'en fait, on se rend compte que, important de la réaction du public, après,
les politiciens, ou tout simplement la personne qui fait le discours, ils changent un petit peu de stratégie s'ils voient que la réaction du public n'est pas celle qui est souhaitée. Donc, dans le cadre d'un projet européen, on va continuer ces travaux-là, le projet Orbis. Ici, le cadre sort un petit peu de la politique au sens des campagnes électorales, mais en fait, c'est plus pour pousser vers la e-démocratie, donc essayer justement de prendre en considération tout argument des personnes par rapport à certains sujets pour arriver à une démocratie collaborative. Donc on vient de commencer ce projet dans lequel justement nous, on va utiliser les algorithmes dont je vous ai parlé pour fouiller dans les discussions des citoyens et pour justement essayer de récupérer le plus possible d'informations pour que par la suite, les étudiants en sciences politiques et les politologues puissent prendre leurs décisions informées, éclairées aussi par rapport aux souhaits des citoyens. Donc, avant de conclure, mais je vais passer assez rapidement, je voulais vous montrer aussi des autres scénarios possibles. Donc, nous, on travaille beaucoup justement sur la feuille d'arguments, mais on ne l'applique pas qu'au discours politique. On a aussi pas mal de projets dans le domaine médical. Ici, bien sûr, le langage est différent. Je peux vous montrer tout simplement. Donc, ici, par exemple, dans le cas des essais cliniques, on a un langage qui est fort technique. Le type d'argumentation est beaucoup plus explicite, beaucoup plus clair. Donc on change un peu des stratégies, mais on peut appliquer tout de moins néanmoins les mêmes techniques d'extraction d'arguments, d'extraction de structures argumentaires pour justement pouvoir bien comparer les études entre eux, etc. Et fournir par exemple aux médecins, surtout dans le cadre de la médecine fondée sur les épreuves, donc les informations dont ils pourraient avoir besoin pour prendre des décisions qui sont informées, éclairées. Donc ici aussi, on a proposé une architecture qui est assez similaire à celle précédente, avec des spécificités pour la médecine. Je ne rentrerai pas trop dedans. Et sur ça aussi, ce qu'on essaye de faire par la suite, c'est de proposer aussi des explications des décisions prises par la machine par rapport à certains diagnostics qui ont été proposés, étant donné un cas clinique. Alors, celui-ci n'a pas absolument l'objectif de se substituer aux médecins. Ici, il est fait dans le cadre d'une collaboration avec l'hôpital universitaire, le CHU de Nice, pour générer de façon automatique les quiz aux examens médicaux. Parce qu'en fait, les jeunes docteurs, ils doivent apprendre à expliquer comment ils sont arrivés à une certaine diagnostic, etc., etc. Donc là aussi, on a une démo en ligne qui nous montre les structures argumentaires, etc., mais dans le contexte du donné médical. Donc, pour conclure, je vous ai parlé de l'argumentation computationnelle. Je vous ai présenté 3 contributions scientifiques. Donc, la première consiste dans l'extraction des composantes d'argumentation, la reconstruction de la structure argumentaire du débat et aussi la détection des arguments fallacieux. Donc, c'est quoi l'impact de nos travaux dans ce contexte ? Ils permettent de fournir une analyse approfondie du discours politique par les biais d'approches automatiques qui peuvent être destinés aux spécialistes du domaine, donc aux historiens, politologues, chercheurs en sciences sociales, aux journalistes, mais aussi au grand public, donc surtout dans le cadre de la démocratie participative. Donc, en termes de perspective par rapport à nos travaux, donc je vous ai montré tout à l'heure tout un tas de tâches annexes, et nous, en tant qu'équipe, on travaille spécialement dans tout ce qui est l'intégration du sens commun de la connaissance dans ces modèles, ce qui n'est pas facile parce qu'il faut justement essayer de rendre explicite tout un tas de connaissances qui sont actuellement implicites, l'évaluation de la qualité des arguments dans les différents contextes, mais aussi la génération automatique, en particulier des contre-arguments et de leurs composantes. Donc, les perspectives au plus large, en fait, sont de concevoir des technologies de débat pour des systèmes avancés à l'aide de la décision. Donc l'idée, c'est d'avoir une nouvelle génération de systèmes de recommandation qui interagissent avec les humains de façon plus sophistiquée et pertinente dans différents domaines, tels que justement la politique, la santé, l'éducation. Et donc pour conclure, j'ai essayé de générer un débat dans le futur, donc à l'aide de systèmes avancés à la décision avec Midjourney, qui est une intelligence artificielle générative pour les images. Et voilà ce qu'il me donne, donc c'est à suivre. Donc merci beaucoup pour votre attention.